Bonjour, je m'appelle Marie Réaume. Je suis archiviste conseil en gestion des documents numériques et en numérisation. Je serai votre professeur tout au long de cette présente formation et je vous souhaite la bienvenue dans votre première leçon. En guise d'introduction, je vous présente 3 essentiels pour réussir la transformation numérique de vos documents d'entreprise. Que votre projet documentaire soit d'implanter un système de gestion des documents plus traditionnel, un logiciel collaboratif ou même un système de numérisation. 3 essentiels. La première, prioriser les documents courants ayant de la valeur pour l'entreprise ou pour votre équipe. Deuxième, monter une structure de classement ou une arborescence de classement qui est cohérente avec vos activités. Classez vos dossiers par projet. Le troisième, pour assurer l'intégrité de vos documents et pour bien conduire vos implantations, observez les processus de communication et le cycle de vie des documents. Ces 3 éléments font parfois défaut lors de l'implantation de solutions numériques, ce qui explique en partie les multiples échecs qu'on peut vivre en entreprise. Résistance au changement, perte de documents importants, changement de solution ou de fournisseur, même si l'outil que vous avez déjà acheté fonctionne très bien. On en achète une autre, on reprend le projet depuis le début. On peut vivre aussi des modifications, on doit devoir faire des communications constantes de nouvelles procédures pour expliquer aux gens comment utiliser la structure de classement. Bref, dans tout projet, comme on doit mettre souvent une gouvernance en place, un cadre de gestion et des outils, des procédures, un plan de classement, un plan de rétention, par exemple. Ces outils-là, c'est très important qu'ils soient cohérents et basés sur vos processus pour vraiment limiter les risques d'échec et surtout engager la transformation numérique. Je reviens sur chacun des éléments. Le premier élément, se concentrer et prioriser les documents courants et ayant de la valeur pour l'entreprise ou pour l'équipe. On le sait, l'informatique crée une explosion documentaire dans les entreprises. C'est maintenant très facile, très accessible de produire des documents. On fait des images, même des vidéos, des enregistrements sonores. On le fait parfois en plusieurs copies, on réessaie, on conserve tout en plusieurs copies, en plusieurs versions. On les envoie par courriel, on ne fait pas souvent le ménage. On en ajoute même des fois une version numérisée sur un document qui a été signé, par exemple, en papier, mais on l'a fait sur Word, mais on ne l'a pas gardé avec la signature. Fait qu'on va le renumériser, on va ajouter une nouvelle version. En plus de ça, auparavant, les discussions verbales, téléphoniques, par exemple, on appelait quelqu'un ou on organisait, on prenait des notes, mais il n'y avait pas nécessairement la multiplicité d'informations comme on crée aujourd'hui avec les courriels, maintenant avec les chats. Tout est consigné maintenant. On ne peut pas dire que ce n'est pas un document, c'en est un. Tout est consigné. Auparavant, en gestion des documents traditionnels ou en papier, on faisait un inventaire de nos dossiers avant d'implanter une solution. Une telle opération aujourd'hui est devenue quasi impossible. Bon, c'est possible, on s'entend, à moins si on utilise des technologies appropriées, des technologies d'analyse ou d'intelligence artificielle. Mais il faut y investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'argent. Demandez à vos équipes de prendre le temps de faire le ménage. Ça ne plaît pas beaucoup, on le sait. Et malheureusement, ça va retarder considérablement votre transformation. Vous allez prendre du temps pour travailler sur le passé au lieu d'engager la transformation. Je vous recommande donc, dans ce premier élément, de vous concentrer pour chacune des équipes ou pour chacun de vos services dans l'entreprise, de vous concentrer sur les séries documentaires les plus importantes, de mettre vos énergies sur les types de documents, les types de dossiers qui sont les plus utiles, les plus utilisés pour réaliser et documenter vos activités d'entreprise. Ce sont les documents qui ont une valeur qu'on appelle administrative, par exemple, quand on en a besoin pour faire nos tâches, une facture, un rapport.
Ce sont des documents à laquelle on donne une valeur administrative, on en a besoin pour faire notre job. Ou ça peut être des documents qui ont une valeur légale, un contrat ou une entente, par exemple, et qui nous permet de défendre nos droits. Ce sont ces documents et ces dossiers que l'on doit prioriser dans l'implantation de notre projet, dans notre transformation numérique. Pourquoi? Pour engager le changement, pour commencer la transformation. Il faut commencer par les plus actifs, les dossiers courants, les projets sur lesquels on travaille présentement. C'est ce qui est prioritaire, c'est ce qu'on fait en premier. Ensuite, on va planifier le traitement des documents qui sont un peu moins actifs, mais qui ont encore de la valeur, pour enfin pouvoir nous débarrasser du reste, si on veut, des documents sans valeur ou des diverses copies qu'on ne veut pas nécessairement, ou versions qu'on ne veut pas nécessairement conserver. C'était pour la première partie. Deuxième élément, mettre en place une structure de classement sur notre drive, sur notre espace d'entreprise, une structure de classement qui est cohérente avec les activités de l'équipe, et je propose vraiment de classer les dossiers par projet. La structure de classement, c'est la base de l'architecture fonctionnelle d'une solution de gestion documentaire. Lorsqu'on utilise pas nécessairement une grosse solution, mais minimalement un drive d'entreprise, un espace partagé, la cohérence de la structure de classement ou de l'arborescence des répertoires devient souvent la clé de la participation des utilisateurs. Donc, la clé du succès. Si les utilisateurs ne l'utilisent pas, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à avoir accès aux documents, d'arriver à constituer une mémoire d'entreprise intéressante si les gens ne participent pas, on s'entend. Ce que je vous recommande pour rendre la structure la plus cohérente possible, c'est de classer vos dossiers par dossier-projet. Comme on le voyait souvent dans l'univers papier, on faisait un dossier par employé, un dossier par projet de construction, un dossier par immeuble, par exemple pour des projets locatifs ou pour la gestion d'un parc immobilier, un dossier fournisseur, un dossier par client mandat. Et dans chacun de ces projets-là, selon le domaine d'affaires, d'aller établir une structure de sous-répertoire qui est aussi cohérente, mais avec les étapes ou les activités de votre projet. Ça fait en sorte que tous les membres d'une équipe, ils savent comment ils travaillent, ils connaissent les étapes de leur projet, donc ça va être beaucoup plus cohérent pour eux d'aller classer ou de regrouper les informations de façon cohérente avec un contexte. Je vous donne des exemples, encore en ressources humaines, un dossier d'employé. On va voir un dossier au nom de Réaume Marie, numéro matricule si on utilise un numéro de dossier. En sous-répertoire, on va toujours avoir à peu près la même chose. Par exemple, une section pour mettre les documents qu'on va chercher à l'embauche, le contrat d'embauche, le curriculum vitae et différents autres documents. On va avoir peut-être une section sur la santé et la sécurité au travail, une section pour mettre les évaluations et le rendement, les formations que l'employé a suivies, une sous-section pour la paye, les demandes de congés et ainsi de suite. En service conseil, personnellement, j'organise mon classement par client-projet, par mandat si on veut. J'ai un dossier pour chacun de mes clients avec une sous-structure de répertoire par grandes étapes ou par grand type de mandat si on veut. Par exemple, j'ai toujours une section qui s'appelle offre et contrat, parce que c'est vraiment ma base. Si je fais une offre, j'ai une entente, je signe un contrat avec un client pour un mandat. Donc, j'ai une section dans mon dossier client pour l'offre et contrat. Je vais en faire une pour mettre mes documents quand je fais une collecte de besoins, pour mettre le rapport, les recommandations. Si j'ai besoin de monter une architecture fonctionnelle dans le cadre d'un projet, bien, je vais aller faire une section, un sous-répertoire pour aller mettre le plan de classement, le plan de rétention ou les différentes architectures que je vais monter pour le client. Si j'ai besoin de donner une formation, monter un manuel de formation, par exemple, bien, je vais aller mettre ces éléments-là dans mon dossier client. C'est sûr que je les livre aux clients aussi, mais c'est vraiment, j'organise mes répertoires
selon les grandes activités, si on veut, à l'intérieur de mon mandat. Dans chacun de ces sous-répertoires, on s'entend que, petite parenthèse, on ouvre un sous-répertoire uniquement lorsqu'on a du contenu à y mettre. Par exemple, si dans le cadre de chez un client, je n'ai pas besoin de faire d'architecture fonctionnelle, je n'irai pas créer un répertoire d'architecture fonctionnelle. C'est vraiment une pratique à éviter. Sinon, on crée des répertoires qui sont vides, qui servent à rien. Quand on recherche par l'arborescence, on clique sur des répertoires qui sont vides, c'est très frustrant. Donc, c'est vraiment une pratique à éviter. Dans le module sur les structures de classement, je vais vraiment vous donner plusieurs exemples de classement de dossiers projets selon plusieurs types de domaines d'affaires. Dans l'architecture fonctionnelle, un deuxième volet, en plus de la structure de classement par projet, c'est vraiment aussi essentiel de mettre en place une charte de nomination des fichiers. On doit pouvoir savoir à la lecture du titre du fichier qu'est-ce qu'il contient. Donc, normalement, on n'a pas besoin de l'ouvrir si on a bien nommé notre fichier. 3 éléments importants à mettre dans le nom du fichier: quoi, qui, quand. Quoi, le type de document, est-ce que c'est un rapport, une lettre, une facture, un contrat? Le nom ou le sujet du document pour compléter, si on veut, le type de document. Et le nom, ça peut être aussi le nom du client ou du fournisseur, de l'employé, avec ou sans numéro selon si j'utilise une numérotation de dossier ou pas. Troisième élément à mettre, la date. Ça prend la notion de temps, minimalement une année. Par exemple, un sujet de document ou un rapport, si je fais juste dire rapport avec une année ou une date, ça ne me dit pas grand-chose. Il me manque un troisième élément. Rapport financier annuel de telle année, de telle entreprise, ça commence à être assez précis pour que je puisse savoir, sans même ouvrir le fichier, qu'est-ce qu'il y a dedans. Même avec des logiciels de gestion des documents qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités qu'un Drive, on s'entend, beaucoup plus de possibilités d'indexation. Donc, on peut mettre beaucoup de métadonnées d'indexation quand on utilise un logiciel de gestion documentaire. Ça demeure que l'architecture de base, c'est-à-dire la structure et la charte de nomination des fichiers, c'est vraiment une meilleure pratique qui est tout à fait transférable et qui va être tout à fait utilisable et qui est encore une meilleure pratique à utiliser, même si vous utilisez un système de gestion documentaire avec une indexation et une recherche plein texte fantastique. Ce sont des bonnes pratiques minimales à utiliser, peu importe le type de solution que vous travaillez. Troisième élément, pour assurer l'intégrité de vos documents et pour bien conduire vos implantations, observez vraiment les processus de communication pour choisir vos stratégies, pour être sûr que vous n'oubliez pas des outils qui vont faire en sorte que vous allez reproduire du papier, et observez aussi ou regardez comment est le cycle de vie du document dans votre solution pour vraiment faciliter la transition et assurer l'intégrité des documents. Chacun des domaines d'affaires a ses propres règles à suivre sur la tenue de dossier et sur le contenu de son dossier projet. Les RH, la comptabilité, par exemple, le comptable va vraiment souvent vous recommander de classer, par exemple, vos pièces justificatives par fournisseur, par date. Un bureau de projet en ingénierie va vraiment avoir ses propres règles, doit mettre certains éléments très précis dans son dossier client. L'avocat avec son dossier juridique a vraiment une démarche, a vraiment des impondérables à mettre dans son dossier de poursuite, par exemple. Il y a une façon de structurer et de faire ces dossiers vraiment établis selon les règles de leur ordre professionnel. Donc, ces règles d'affaires dictent vraiment la façon dont on va documenter nos activités et ça va orienter les procédures qu'on met en place dans l'entreprise. Ces procédures-là, quand on désire travailler sans papier, mais qu'on utilise le papier pour
gérer ou suivre notre workflow, notre processus. Quand on utilise le papier pour communiquer ou qu'on l'utilise pour planifier nos activités, c'est vraiment essentiel de mettre en place un nouvel outil numérique comme moyen de communication ou comme moyen de suivre sa charge de projet, par exemple. Un exemple d'utilisation de papier pour communiquer ou pour organiser mes activités, un ingénieur va vouloir avoir sa charge de projet, donc tous les mandats sur lesquels il travaille. Bien souvent, il veut avoir les plans, il veut avoir accès à ces dossiers-là, il veut savoir c'est quoi le contrat, c'est quoi l'entente, si jamais il y a des demandes de changement, des choses à corriger. Donc, il a besoin d'avoir son dossier projet, ses dossiers projets près de lui. Un médecin va demander à ses collègues, pour sa journée de rendez-vous, de préparer les dossiers de chacun de ses patients en ordre de rendez-vous, par exemple, et lui remettre ensemble, c'est plus facile à travailler. S'il reçoit un patient sans rendez-vous, pour savoir que le patient est arrivé, souvent ses collègues vont mettre à sa porte le dossier du patient en question pour lui signifier qu'il est arrivé, il peut appeler le patient. Il est dans la salle d'attente. Si on lui enlève ce dossier, on le dématérialise, pour arriver à communiquer que le patient est arrivé, ça me prend un autre moyen numérique de communication. C'est ce que je veux dire par penser au processus, penser aux impacts que va avoir la dématérialisation, donc par rapport à l'organisation des activités, à l'organisation des communications. À défaut de le faire, ça va vraiment créer le réflexe de produire d'autres papiers pour aller s'organiser. Donc, si je n'ai pas le dossier comme adjoint administratif du médecin, si je n'ai pas le dossier pour aller le déposer, je vais imprimer une autre feuille pour aller le déposer pour qu'il sache que le patient est arrivé. Donc, je vais créer d'autres papiers. Faites attention à transformer sans avoir pensé au processus d'abord. Prendre en compte le processus, donc, va nous aider à choisir nos outils, mais pas seulement ça, c'est vraiment, ça va nous aider à assurer l'intégrité de nos documents. Lorsqu'un document a une valeur juridique, pour qu'il maintienne cette valeur juridique, cette valeur de preuve, si on veut, pour que quand le document est admissible en preuve, il a une valeur juridique. Donc, pour assurer l'intégrité de ce document numérique-là, on doit vraiment, selon la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information au Québec, c'est la loi qui encadre, si on veut, le document. Donc, on doit prendre vraiment les mesures pour protéger le document à travers son cycle de vie. Donc, pour assurer l'intégrité, on doit prendre les mesures pour protéger le document à travers son cycle de vie, c'est-à-dire dès sa création jusqu'à son archivage ou même jusqu'à sa destruction. Même également, on doit prendre les mesures à travers son transfert, à travers sa numérisation, on doit prendre les mesures pour assurer son intégrité. Et c'est en se basant sur le processus documentaire, sur le cycle de vie du document, qu'on peut voir à mettre en place les mesures pour la stabilité et la pérennité du support du document. Donc, sur un PDF, sur un point doc, si c'est un document Word, peu importe le format. Pour maintenir l'intégrité, on doit vraiment voir à sa stabilité, à sa pérennité, à son intégrité à travers son cycle de vie. Pour observer et se baser donc sur les processus, c'est un incontournable pour bien analyser nos besoins, pour choisir nos stratégies, choisir nos outils en fonction de vrais besoins et pas seulement parce que c'est bien le fun ou ça a l'air le fun, c'est nice to have d'avoir cette fonctionnalité. Non, on va se baser sur les processus pour vraiment bien choisir nos outils et selon des vrais besoins. On va s'en servir pour planifier nos implantations et pour assurer le respect des règles de sécurité et d'intégrité et bien sûr vos règles d'affaires et vos prérequis selon votre ordre professionnel, par exemple.
Donc, je vous résume les 3 essentiels pour réussir sa gestion des documents numériques: prioriser les documents courants qui ont de la valeur, monter une structure de classement qui est cohérente avec vos activités par dossier projet et avec une sous-structure de répertoire, une structure de sous-répertoire plutôt par activité ou par étape de projet, et assurer l'intégrité de vos documents. Et pour bien conduire vos implantations, regardez les processus de communication, observez-les et regardez aussi, prenez le temps de bien planifier le cycle de vie documentaire pour vous assurer de l'intégrité des documents. À travers les différents modules de la formation, je vais revenir sur ces 3 essentiels et je vous expliquerai vraiment comment fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne le document numérique et comment j'utilise ces essentiels dans chacune de mes implantations. Pour ceux qui ont choisi d'avoir les séances de coaching personnalisées, on se rencontre à la fin de chaque module pour que je puisse répondre à vos questions et vous aider à adapter vos outils à vos besoins. On se revoit dans la prochaine leçon.